On va commencer cette série de témoignages avec Aline qui est habitante de Landiras, puis Lynn Baraduc qui est première adjointe de la commune de Landiras, et puis enfin on aura Olivier Moustakakis qui est cofondateur d'Assurland pour le côté assurance. Bonjour Aline. Allô, oui, bonjour. Bonjour Aline, habitante à Landiras. Un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous habitez donc, je le disais, du côté de Landiras et vous avez pu revenir chez vous. Vous avez été évacué, vous avez pu revenir chez vous hier. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé ce retour. Nous sommes revenus hier après-midi vers 15h et tout s'est bien passé. Nous avons retrouvé notre maison tout à fait normale parce que nous avions eu la chance par la mairie et surtout par Madame Baraduc et Monsieur le maire de pouvoir revenir pratiquement tous les soirs tous les soirs parce que 2 heures, parce que mon mari ayant fait un AVC il y a quelques années, n'ayant plus de kiné, était obligé de rentrer pour se reposer et pour faire ces séances de kiné que nous avons à la maison, avec plusieurs appareils. Voilà. Donc ça vous a permis de faire des retours donc tous les soirs effectivement pour ça. Sinon en dehors de ce temps-là, vous étiez où exactement? Vous avez pu être hébergé? Les premiers jours, nous étions chez ma sœur qui habite à l'entrée de Landiras. Nous avons été très très bien accueillis et ensuite elle a été évacuée et nous sommes partis chez un ami à Prégnac. Qui était tout seul, donc il y avait ce qu'il faut pour nous loger et nous en sommes repartis hier après-midi. Il y a des dégâts du côté de votre maison, du jardin? C'est-à-dire que des dégâts dans mon jardin, oui, parce qu'on n'a pas arrosé comme il fallait, donc il y a eu la sécheresse, mais c'est tout à fait normal, il y a des gens qui sont beaucoup plus impactés que nous. Voilà. Bon, nous avons pu, quand même, pendant que mon mari faisait son travail, moi je pouvais m'occuper de mes chats et de mes volailles. C'est la première fois que ça vous arrive d'être évacué comme ça? C'est la première fois. Mon mari a 78 ans et il a vécu des feux et des feux et des feux à Manille. Un petit comité, quoi. Et alors, maintenant, on en a eu un gros en 97 chez nous, où il y a 750 hectares qui sont partis en fumée. Et effectivement, on nous a pas évacués, parce que moi c'était un samedi, je travaillais à la pharmacie de Landiras, je suis arrivée le soir, et quand je suis arrivée tout près de chez moi, les gendarmes ne voulaient pas me laisser passer, je dis accompagnez-moi, je leur ai montré ma blouse blanche, et ils m'ont laissé passer. Je suis arrivée à Manille, derrière chez nous, les gens étaient décomposés, parce que nous avions les pompiers derrière, avec les lances, pour éviter que le quartier brûle. Mais nous n'avons jamais entendu le mot évacué. D'accord. Mon mari a vu des feux. Il s'en est toujours occupé parce qu'il fait partie de la DFCI, mais par son âge, il ne peut plus faire grand-chose. Mais jamais on a eu autant de problèmes avec l'immensité de ce feu. Voilà. Et encore chez nous, ça a été minime. Nous, on a quand même des hectares de brûlés. Mais c'est surtout, on voyait à la télé, on voyait que il y avait Balizac, il y avait tous ces villages qui ont été impactés. Nous, par rapport, on peut pas y aller le voir. On a eu déjà l'habitude d'avoir des bois brûlés à chaque incendie chez nous. Donc nous, on connaît un peu ça. Voilà. Oui. Aline, j'ai une petite question pour vous, en fait, par rapport à l'avenir qui va venir juste derrière ces événements assez tragiques quand même. Est-ce que vous y pensez à l'avenir? Est-ce que vous arrivez à l'envisager, en fait? Comment vous l'envisagez? Nous, à notre âge que l'on a, certainement mon mari ne conduisant plus depuis des années. Moi, je sais pas si je pourrais toujours conduire, mais on envisage, nous, de vendre dans l'avenir. Oui. Bon, peut-être pas demain, mais on l'envisage comme beaucoup de retraités. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez marqué, on a beaucoup parlé de la solidarité avec les pompiers, est-ce que vous avez un message à leur adresser? Et puis un mot peut-être sur cette solidarité? Oui, on les remercie beaucoup parce que je crois encore qu'ils y sont nuit et jour. On remercie aussi la DFCI, le président et son fils, Thierry Carrère et Louis, tous les autres et les gens de Manille, les nouveaux arrivés qui se sont joints pour aller aider à éteindre le feu, surtout lorsque les pompiers étaient partis ailleurs, et eux, le soir et tout, ils surveillaient. Et mon voisin qui a 78 ans, tous les soirs, va surveiller le feu, monsieur Guirico. Ben oui, pensez forcément à eux. Vous avez été choqué, en tout cas, parce que vous avez vécu avec votre mari?
Ben, c'est-à-dire que mon mari, quand j'ai vu les premiers jours que mon mari, il était sur son fauteuil et puis bon, il remuait pas beaucoup, il faisait un peu de gym et que de la marche, et puis bon, chez ma sœur, c'était mieux que chez le copain, parce que lui, il n'avait rien. Ils ont un petit enfant, ma sœur, donc il y avait les balançoires, tout ça. Il pouvait tirer ses pieds, il pouvait faire une petite séance de kiné. Après, nous sommes partis à Prégnac, donc c'était pas la même chose. C'est pour ça que la mairie, nous avons été voir la mairie et nous avions droit à 2 heures tous les soirs pour qu'ils viennent faire ses gymnastiques et se reposer dans son milieu. Voilà. Aline, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bon courage bien sûr pour la suite. On rappelle que vous habitez à Landiras, Aline. Protection civile, on remercie le quartier, tout le monde, parce que vraiment ça a été, il y a une solidarité par les téléphones, partout, ça a été super. Super. Voilà. Et surtout, je remercie la mairie de Landiras. Justement, on reçoit la première adjointe juste après, donc ça tombe bien. Votre message est passé. Voilà, merci beaucoup Aline. Merci beaucoup de m'avoir, que Lynn m'ait choisi, et bonne journée à vous. À très vite. Bonne journée, Aline. Merci, Aline. Allez, au revoir. On continue ces témoignages dans notre pas du tout dans le débat de ce matin avec Lynn Baraduc, première adjointe de la commune de Landiras. Bonjour Lynn Baraduc. Bonjour. Bonjour Lynn Baraduc et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, effectivement pour revenir sur ces retours. Voilà, ces personnes qui avaient été évacuées du côté de Landiras, qui ont pu revenir chez elles hier. J'imagine que ça a été un moment très important pour l'ensemble des habitants. Bah oui. Déjà pour le village, parce que là, le village revit. Ça change tout de voir les boutiques ouvertes, les maisons ouvertes. Voilà, sinon c'était un peu triste. Oui, bien sûr, l'activité a repris. Et voilà, mais c'est ce qu'on attendait et ce que tout le monde attendait. Vous le disiez, les commerces ont pu reprendre avec un peu d'inquiétude. Qu'est-ce qu'on vous dit du côté de ces commerces-là? Ils sont nombreux? Ils ne sont pas très nombreux, nous sommes une commune de 2400 habitants, donc enfin il y a une pharmacie, un bureau de tabac, et puis il y a surtout des industries, quoi. Voilà, c'est surtout de ce côté-là que ça a commencé. On a une grosse entreprise d'embouteillage et vous voyez les camions recommencent à passer. Il était temps, quoi. La vie reprend d'une certaine manière, effectivement. Lynn Baraduc, je rappelle, vous êtes première adjointe de la commune de Landiras. J'ai envie de savoir un peu ce que ça vous a appris, cette épreuve, en tant qu'élue de votre commune, et puis tout simplement en tant que femme aussi. Qu'est-ce que vous en tirez de tout ça? Ce que je vais en tirer, c'est que maintenant on sait un petit peu s'organiser en cas de catastrophe. Ça nous a appris un peu on était en train d'établir, nous, un plan de sécurité que les communes sont obligées un petit peu de mettre en place quand elles ont plus de 2000 habitants. Eh bien, on était en train d'y réfléchir. Vous voyez, là, on a été mis dans le bain tout de suite et on va pouvoir le faire. Il va être impeccable, notre plan. Mais voilà, ça nous a appris l'organisation, ça nous a appris effectivement aussi de reconnaître que les gens ont encore beaucoup de capacité à devenir bénévoles malgré tout ce qu'on dit. Justement, je rebondis, Lynn Baraduc, sur ce que vous dites. Il y avait Aline, l'habitante de Landiras, qui parlait juste avant, qui disait qu'elle avait été très touchée par la solidarité en fait qu'elle a pu vivre avec cette catastrophe. On suppose que vous aussi, ça vous a marqué, ça, cette entraide entre les habitants. Bien sûr, parce que il y a eu l'entraide entre les habitants, il y a eu l'entraide auprès des pompiers, des gendarmes, de la protection civile, etc. Voilà, il y a eu un soutien, un bénévolat, et de tous les âges d'ailleurs. J'ai vu des ados, ils sont encore là. Alors, dites-nous un petit peu comment ça s'est organisé justement, cette solidarité. Qu'est-ce qui a été mis en place tout au long de ces longues journées avec l'évacuation? La première mise en place, ça a d'abord été le ravitaillement en eau, parce que il a fallu trouver les points d'eau qui se sont vite asséchés aussi, certains points d'eau. Donc donc les gens sont venus de loin avec des grosses tonnes à eau, à la fois pour la DFCI, mais aussi pour les pompiers, parce que les pompiers, quand il fallait qu'ils aillent pomper loin, il y a une perte de temps, tandis que là, est arrivé des grosses tonnes à eau de céréaliers, vous savez, ceux qu'ils ont pour arroser, par exemple, du Lot-et-Garonne et tout, ils sont arrivés avec des grosses quantités d'eau. Donc ça a bien aidé déjà de ce côté-là. Ensuite, ça a été les premiers moments, quand il a fallu éteindre le feu. Après, il y a l'arrivée des pompiers. Des gendarmes, il a fallu faire un peu de logistique parce qu'il fallait qu'ils mangent, il fallait qu'ils dorment. Donc il a fallu ouvrir tous nos locaux
Là, ils dorment dans les classes, dans la cour de récréation, sous le préau, dans toutes les salles que l'on a. Oui, parce que vous êtes encore finalement le pôle justement de la base finalement pour les pompiers. Maintenant, la base se retrouver là, c'est-à-dire comme point de vue infirmerie, ils avaient déjà tout installé chez nous, ils ne veulent pas déplacer leur équipement parce qu'ils ont les bombes d'oxygène, etc. Donc tout est là. Donc ils viennent manger là le midi, il y a encore 300 personnes qui viennent. Voilà, pour dormir, apparemment, ils redorment sur leur poste de travail, de surveillance. On en a eu moins. Mais là, maintenant, on a dans l'école, on a le PC pompier, là où ils sont à peu près une vingtaine, où tous les ordres partent, toutes les consignes arrivent, enfin voilà. Donc, avec des feux qui sont fixés du côté de la Thèse de Buch, du côté de l'Andiras aussi, ça va plutôt dans le bon sens. Oui, tout à fait, mais il y a toujours des départs. Voilà, il y a toujours des départs. Hier soir, on avait un petit vent, vous voyez. Le village s'est réveillé sous la fumée. Là, ce matin, ça a inquiété beaucoup les gens parce que vraiment, on était couverts de fumée. Et ça, ce sont les fumerolles, vous voyez, avec l'humidité de la nuit. Mais bon, hier soir, soi-disant qu'il n'y a plus sur Bordeaux. Dommage, c'est pas venu jusque chez nous, quoi. Vous parliez de la fumée, forcément, il y a un côté un peu traumatisant quand on la voit revenir, cette fumée. Les gens appelaient, voyez la fumée, il y a de la fumée devant chez moi, mais oui, c'est normal, il y a de la fumée devant chez nous, voilà. Mais bon, c'est normal, mais cela dit, on vérifie quand même, on envoie la BFCI, bien sûr, on ne sait pas ce qui peut arriver. Oui, avec des nuages de... Oui, allez-y. Ah oui, c'était couvert comme le premier jour, si vous voulez, voyez. La fumée est restée parce que l'humidité, et puis la nuit, la fraîcheur empêche qu'elle s'en aille, qu'elle s'évapore dans... Bien sûr. Voilà. Vous parliez des nuages de fumée, ça a été assez impressionnant de les voir aussi jusqu'à Bordeaux, remonter jusqu'à Paris aussi. Est-ce que ça pose des questions aussi en termes de pollution sur votre commune comme l'Andiras? Comment ça fonctionne? On surveille, j'imagine, beaucoup. Oui. Alors, moi, je suis pas... ce domaine-là, je suis pas très, très finement renseignée, si vous voulez. Mais bon, j'espère que les vents vont remporter tout ça. C'est de la fumée, quoi. C'est pas très dangereux, à mon avis. C'est de la fumée de bois. Quand on fait fumer nos cheminées, là, il y en a un peu plus, c'est tout. Mais ça veut dire que vous allez avoir des experts qui vont passer peut-être aussi pour surveiller ça, j'imagine. Parce que nous, à côté de ça, nous avons un vignoble, quoi. Nous sommes en terre des Graves. Donc, bien sûr, tout le monde commence à dire est-ce que le vin ne va pas avoir goût de fumée. Voilà. Lynn Baraduc, en tout cas, on vous retrouve dans un instant. Restez bien avec nous, première adjointe de la commune de l'Andiras. On sera avec un autre invité, d'ailleurs, Judith Belair, dans un instant. On sera avec Olivier Moustakakis, qui est cofondateur d'Assurland. On vous rappelle le thème de notre débat, c'est le retour à la maison des évacués suite aux incendies en Gironde. On fait un point témoignage et un point assurance. À tout de suite. Sud Radio, le grand matin été, 7h-10h. Benjamin Glaise, Judith Belair. 9h21 sur Sud Radio, nous sommes avec Lynn Baraduc, qui est première adjointe de la commune de l'Andiras, pour faire un petit point sur le retour des évacués suite aux incendies, puis les besoins de la population, etc. Benjamin. Oui, on parlera tout à l'heure, Lynn Baraduc, de la question des assurances. Je ne sais pas si vous avez des dégâts matériels sur votre commune, des habitants qui vont faire appel à ces assurances avec des craintes ou non. Comment ça s'organise? J'imagine qu'on y pense déjà fortement, forcément. Oui, mais pour le moment, je pense pas que ce soit vraiment organisé. Bon, alors dégâts matériels pour de la maison, non, puisque toutes les maisons ont été protégées. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Bon, à part il y a une ruine qui a brûlé, mais enfin, c'était déjà une ruine, donc voilà, on n'a pas à parler. Après, nous, c'est la forêt, quoi. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est la forêt. Ça, c'est du patrimoine important parce que c'est à peu près la moitié de la commune en forêt. Nous sommes une commune de 6000 hectares et nous avons 5000 hectares de forêt. Excusez-moi, Lynn Baraduc, c'est assurer les forêts? On peut assurer les forêts? Il y en a qui s'assurent, il y en a qui ne s'assurent pas. D'accord. Parce que quand vous êtes petit propriétaire, souvent ce sont des héritages, vous voyez. Vous héritez de vos parents, de vos grands-parents, vous avez une petite propriété, vous ne cherchez pas à vous assurer. Mais là, je ne sais pas, du moment que c'est criminel...
sais pas comment ça va être. Je sais pas, l'assureur répondra mieux que moi. Justement, on va lui poser la question parce qu'on le rappelle, hein, c'est important, vous avez raison, Lynn Baraduc. Pour ce qui est de l'incendie de l'Andiras, on s'oriente très clairement vers la piste criminelle. Oui. Piste accidentelle pour ce qui est de l'incendie de la Thèse de Buch. Criminelle pour ce qui est de la Bretagne. On en a parlé également sur Sud Radio il y a quelques jours. Lynn Baraduc, en tout cas, un grand merci. Je sais que vous êtes très occupé en ce moment. Merci d'avoir accepté de passer quelques minutes avec nous sur Sud Radio. On le rappelle, première adjointe de la commune de l'Andiras. Et bon courage, bien sûr, pour la suite. Merci Lynn Baraduc. Bonne journée. Bonne journée. Oui, au revoir. On reçoit tout de suite Olivier Moustakakis, qui est cofondateur d'Assurland, pour parler des dégâts et de comment ça va être remboursé tout ça. Bonjour Olivier Moustakakis. Bonjour. Bonjour Olivier Moustakakis et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio pour mieux comprendre pas mal de choses à préciser pour nos auditeurs de Sud Radio, dont certains ont été sinistrés et qui ont besoin de savoir un petit peu quelles sont les démarches à suivre. On l'entendait du côté de l'Andiras, pas de dégâts matériels, c'est pas le cas pour l'ensemble des communes. Déjà, c'est quoi les démarches très concrètement à effectuer déjà de base du côté de ces assurances? Alors, les démarches de base, c'est de faire sa déclaration de sinistre si vous avez été impacté par les incendies. Donc vous disposez d'un délai de 5 jours. Vu la nature des incendies, je crois que d'ailleurs il y a eu une déclaration de la Fédération France Assureurs qui a dit que elle pourrait étendre le délai de 5 à 9 jours. Je ne sais pas si ça a été mis en vigueur, mais il n'y a pas de souci. Mais il faut faire sa déclaration, essayer de récupérer un maximum d'informations, des photos, pour transmettre immédiatement à son assureur. Après, la garantie incendie, c'est un peu la garantie, on va dire, de base des contrats d'assurance habitation. Lié en général de base. Voilà. Et donc, historiquement, d'ailleurs, pour la petite histoire, fin XVIIIe siècle, ça a été le premier risque qui a été assuré par une compagnie en France. D'accord, ok. Donc, ça date intéressant. Un peu. Alors, ce que ça couvre, quels sont les dommages qui sont assurés en cas d'incendie, c'est l'intégralité des dommages qui sont causés par l'incendie. Donc ça va être aussi bien les dommages matériels dus à l'action des secours aussi, quand les pompiers interviennent pour éteindre le feu, ils peuvent provoquer des dégâts, ils peuvent casser des portes pour pouvoir entrer et sécuriser le périmètre, etc. Et en fonction de la nature de votre contrat, vous avez différentes options possibles. Vous pouvez également, c'est souvent une garantie qui est limitée à 1 année par les assureurs, avoir des frais d'hébergement. Si votre logement n'est plus habitable en l'état parce qu'il a été complètement détruit, vous pouvez être pris en charge et hébergé pendant une durée d'1 an, le temps de faire les travaux et de recouvrir votre logement. Olivier Moustakakis, ce qui est important aussi, c'est la question des délais pour être indemnisé. Le gouvernement fait pression d'une certaine manière, en tout cas vis-à-vis des assurances, en disant que il espérait que ça aille le plus vite possible. C'est quoi les délais en général pour être indemnisé sur ce genre de sinistre ? Ça peut aller assez vite, puisque les assureurs, malheureusement, sont confrontés de plus en plus à ce type d'événements un peu majeurs. Surtout les événements climatiques, qui sont les plus impactants. Puisqu'en gros, la fréquence des incendies, paradoxalement, depuis à peu près les 10 dernières années, la fréquence des incendies a diminué à peu près de 2,2% par an. Ah bon, d'accord. Oui. Ok. Ils sont de plus en plus, en termes de nombre d'hectares brûlés, c'est de plus en plus important, c'est ça, mais... Mais il n'y a pas d'impact pour les assureurs parce que les forêts ne sont pas assurées. La majorité des communes c'est ça qu'on vient de voir. Voilà, donc là-dessus, d'un pur point de vue assurance, alors pour la faune et la flore, c'est dramatique. Autant pour moi. Voilà, mais pour la partie assurantielle, in fine, c'est un non-sujet, cette partie-là, parce que c'est pas assuré. Olivier Moustakakis, on l'a bien compris dans le cadre de ce que vous venez de dire, des incendies d'origine criminelle, la catastrophe naturelle ne peut s'appliquer dans le cadre des assurances. Et du coup, avec ce réchauffement climatique qu'on vit tous et qui va s'accélérer, est-ce qu'il faudrait pas faire évoluer justement ces conditions et puis faire en sorte que ça devienne des catastrophes naturelles, même quand c'est des incendies criminels? Parce que c'est accentué effectivement par la canicule, la sécheresse aussi, quoi. Alors, l'amplitude est accentuée, mais l'origine n'est pas issue d'une catastrophe naturelle. C'est un événement climatique qui va provoquer un incendie. Après son ampleur, en effet, parce qu'il y a une sécheresse qui se déploie sur l'ensemble du territoire, etc. Donc, en effet, quand il y a ce type d'événement, au lieu de brûler 10 000 hectares, il y a 20 000 qui vont brûler parce que la terre est sèche, les arbres également, et la faune également. Donc, voilà. Donc après, le régime catastrophe naturelle, c'est un régime bien spécifique qui va couvrir des événements que ne peut pas couvrir un contrat d'assurance. Donc c'est pour ça qu'il a été mis en place en 1982. Donc c'est une spécificité française. Donc ça va couvrir des aléas par rapport à un phénomène naturel particulier d'une intensité telle qu'il est imprévisible.
Alors là, on voit bien qu'il y a une malheureusement recrudescence de ces phénomènes naturels, que ce soit les inondations, la sécheresse, les tempêtes, etc. Donc il y a une fréquence accrue. C'est un régime qui aujourd'hui, dans sa branche globale, est déficitaire, qui est financé pour partie par une taxe que nous payons tous sur nos contrats d'assurance habitation et sur les garanties dommages. Sur l'habitation, c'est 12% qui est prélevé sur votre contrat pour alimenter un fonds de garantie. Et in fine, en dernier recours, quand l'ensemble des plafonds sont dépassés, c'est l'État, en dernier ressort, qui a la capacité financière de pouvoir couvrir ce type d'événement. C'est comme en cas de guerre ou ce genre de choses. Bien sûr. Olivier Moustatakis, on a parlé des démarches à effectuer auprès de son assurance. Est-ce que sur ces incendies d'origine humaine, accidentelle ou criminelle, est-ce que vous conseillez de porter plainte dans ces dossiers-là pour toucher des dommages à intérêt? C'est important d'y penser ou pas? Alors c'est tout à fait une démarche à faire. Il faut se constituer partie civile en effet, puisque si l'auteur du délit a été identifié et est arrêté. Et sinon, si c'est contre X, ça marche aussi ou pas? Vous pouvez le faire. Voilà. Après, c'est est-ce qu'ils arrivent à trouver la personne qui a été à l'origine du phénomène ou pas. Après, il y a quelques éléments aussi à connaître, puisqu'il y a des exclusions où il peut y avoir une baisse de l'indemnisation de la part des assureurs. Donc, ce à quoi il faut faire attention dans ce type de garantie incendie, c'est déjà qu'il faut que votre logement soit équipé d'un détecteur de fumée. Ça, c'est une obligation légale depuis 2015. Alors, l'assureur, si vous n'êtes pas équipé, ne va pas vous supprimer la garantie, vous serez quand même indemnisé, mais il peut en revanche appliquer une franchise supérieure. Et de la même façon, pour les régions qui nous occupent en ce moment et qui ont été victimes de ce type de phénomène, le débroussaillage, vous avez une obligation de débroussailler. Donc chaque commune a un plan qui a été mis en œuvre, ou même au niveau gouvernemental, vous avez une cartographie, et en fonction de votre zone, vous avez une obligation de débroussailler à 50 mètres, à 100 mètres, etc., autour de votre terrain. Si vous ne faites pas au-delà des amendes, on va dire, pénales, ça peut aller jusqu'à 1 500 € si vous êtes dans un lotissement, et voire des peines d'emprisonnement, d'un pur point de vue assurance, l'assureur peut vous appliquer une franchise supplémentaire de 5 000 €. Donc si vous avez déjà une franchise sur votre contrat de 1 000 €, si vous n'avez pas entretenu les abords de votre propriété comme l'État et la loi vous oblige à le faire, l'assureur peut appliquer une franchise de 5 000 €. Donc ça coûte quand même beaucoup d'argent, c'est un reste à charge sur lequel vous ne serez pas indemnisé. Donc voilà, donc faire attention quand même à ce type d'événement. Et ça c'est valable, on va dire, pour quel que soit le type de garantie, une garantie vol. Si l'assureur vous impose un certain type d'alarme ou de serrure, si vous n'avez pas respecté le contrat, parce que dans le contrat d'assurance, on oublie qu'il y a le mot contrat. C'est un contrat que vous passez avec un tiers qui, modulo le paiement d'une cotisation, va vous garantir certains événements avec des termes et conditions. Donc bien lire son contrat, bien lire les exclusions surtout de son contrat, ce qui exclut, dans quel cadre la garantie s'applique ou pas. Une dernière question, Moustatakis, justement, au sujet de ces reliquats, quid de ces reliquats si le condamné en question qui a déclaré le feu, fait le feu, en cas de plainte, en cas de plainte, il n'est pas solvable, est-ce que c'est l'État qui prend en charge une partie? Comment ça se passe? Non, s'il n'est pas solvable, malheureusement, ça risque de s'arrêter là. C'est perdu. Ah ouais, donc en fait on perd carrément nos sous, quoi, dans ce cas-là. Il n'y a rien à faire. Rien à faire, hormis le fait que si vous êtes assuré, parce qu'il faut être assuré pour être couvert, l'assurance va vous rembourser. Est-ce qu'elle rembourse 100% l'assurance? En fonction de la nature de votre contrat, donc elle va rembourser le bâti, en fonction des éléments contenus de ce que vous aviez garanti. D'accord. Si vous aviez une garantie qui portait sur 100 000 €. Il faut prendre le maximum de garantie si on veut être sûr d'être remboursé, je dis ça aux auditeurs. Il faut prendre le montant de garantie qui correspond à la réalité. Parce que si dans la réalité vous n'aviez que 30 000 de meubles, en fonction des risques vous assurez pour 100 000, l'assureur ne va pas vous rembourser 100 000, et en plus il y a un coefficient de vétusté qui va s'appliquer. Donc voilà, il faut juste, en revanche, et ça c'est un élément important que vous soulignez, il faut ajuster au fil de l'eau et au fil des années la valeur réelle de ces biens et compte tenu également de son habitation. Si vous avez fait une extension avec une piscine, ça peut s'assurer aussi. Olivier Moustatakis, un grand merci d'avoir été avec nous pour toutes ces explications sur Sud Radio ce matin. Je rappelle, vous êtes cofondateur d'Assurland. Merci à vous et bonne journée. Allez, on fait le point d'ailleurs sur vos votes sur nos réseaux sociaux avec la question du jour. On clôture vos votes. On rappelle la question. On vous demandait s'il fallait, selon vous, que la procédure de catastrophe naturelle puisse être mise en place concernant les incendies. C'est la question qu'on a posée aussi à notre assureur. Eh bien, la réponse définitive de nos éditeurs sur notre compte Twitter Sud Radio, c'est oui à 65%. Voilà, donc ça va pas
forcément dans le sens des règles des assureurs, mais peut-être que ces règles, il faut les faire bouger. Merci à tous de votre fidélité à Sud Radio. Dans un instant, un point musical avec la tournée des festivals. On part vers la foire au vin d'Alsace. Il y a de la musique là-bas aussi, vous allez voir. Gros festival. Voilà. Et puis on n'oublie pas évidemment l'autoroute des vacances de notre cher Guy Carlier. A tout de suite, 9h33.